Je voudrais vraiment centrer cette courte intervention sur la question qui me semble être fondamentale de l'évaluation, qui est celle-là même du problème de la valeur. Parce que si on ne pose pas la question de la nature de la valeur, on se trouve d'emblée dans une vision réductrice, voire contre-productive de l'évaluation. Donc la valeur, il faut repartir de son sens originel, qui est un mot très fort dans toutes les langues latines, puisque valor en latin, ça veut dire la force de vie. Donc on comprend bien qu'il y a création ou préservation de valeur partout où il y a valeur ajoutée au sens de force de vie supplémentaire ou préservation de force de vie, et inversement, il y a destruction de valeur partout où de la force de vie se trouve détruite. Comme les deux sources de la force de vie sont d'un côté la nature et de l'autre côté les êtres humains et leur combinaison sur les territoires, on comprend tout de suite que si on prend le terme de valeur dans son sens fort, eh bien, on devrait enregistrer comme destruction de valeur le fait, par exemple, de détruire des écosystèmes nourriciers ou la souffrance au travail conduisant, par exemple, des personnes à se suicider, devrait être enregistré comme destruction de valeur. Quand on nous parle de création de valeur dans le système économique dominant, on entend tout autre chose qui est le value for money. Or, une valeur exprimée en termes strictement monétaires, elle rencontre deux problèmes majeurs. D'abord, elle a une vision totalement réductrice de l'ensemble des valeurs comme force de vie, puisque toutes les valeurs force de vie qui ne vont pas être exprimées monétairement vont devenir invisibles à ses yeux. Donc ça, c'est la question de la vision réductrice. Et pour partie, cette vision est aussi mensongère, puisqu'elle va enregistrer comme valeur ajoutée monétaire, par exemple dans les fameux produits intérieurs bruts, un certain nombre d'activités qui sont en réalité des destructions de valeurs force de vie. Donc on a une énorme difficulté, c'est que si on ne pose pas la question de la valeur et si on réduit l'évaluation in fine à une évaluation monétaire, ce qui n'est pas dit explicitement, mais ce qui souvent, dans notamment les programmes nationaux ou internationaux d'évaluation, est le fil rouge implicite qu'on nous propose, eh bien, on est tiré dans cette vision à la fois réductrice et en partie mensongère de la valeur. Donc la première question, me semble-t-il, à se poser quand on fait une évaluation, et c'est encore plus vrai à l'échelle internationale, parce que là, le dialogue sur ce qui fait valeur va être d'autant plus important qu'on a des représentations culturelles différentes de ce qui fait valeur comme force de vie. Et donc, si on n'a pas pris tout ça en compte, on se retrouve à l'intérieur d'une seringue qui est une évaluation tirée par la représentation monétaire. Vous évoquez dans vos travaux que l'enjeu de toute cette opération, c'est de se mettre au service d'un développement qui soit à la fois socialement juste et soutenable sur le plan de la nature du développement. On comprend bien que quantité de valorisation purement monétaire ne sont ni soutenables ni justes sur le plan social. Donc c'est d'autant plus important de poser initialement la question de quoi parle-t-on quand on parle de valeur. Parce que le propre de ce qui fait valeur comme force de vie, c'est que plus on monte dans l'échelle des valeurs, et plus ce qui compte a comme caractéristique particulière de devenir inquantifiable. Ça reste qualifiable, ça reste estimable, mais ça devient inquantifiable. Plus vous montez dans la gradation de ce qui compte, et une bonne façon de se le représenter, je l'avais proposé dans mon rapport Considérer la richesse, c'est de construire la valeur par simulation de la perte. Quand on a des doutes sur la valeur, il suffit de se poser la question qu'est-ce qui se passerait si cette valeur
était détruite, et à ce moment-là, on va tout de suite comprendre que la disparition du soleil, ou la perte d'un être cher, ou la perte d'un patrimoine culturel, historique, etc., même si on ne peut pas l'exprimer quantitativement et monétairement, pour autant, c'est bien une valeur fondamentale. Quand on regarde même les expressions non monétaires, mais purement quantitatives des valeurs, parce que par exemple on va utiliser des unités carbone sur le plan écologique, parce qu'on va prendre en compte des éléments de temps bénévoles non monétaires dans un bilan social, etc. C'est évidemment un progrès par rapport à une vision purement monétaire de la valeur, mais ça oublie que dans l'évaluation, il y a cette question fondamentale de monter à un moment donné vers la prise en compte de dimensions de la valeur force de vie, de dimensions de ce qui compte véritablement et qui justement ne se compte pas au sens quantitatif du terme. Et c'est la raison pour laquelle l'évaluation est nécessairement un acte de nature démocratique. Parce que si on entend l'évaluation comme une délibération sur ce qui fait valeur comme force de vie, eh bien, il va y avoir nécessairement à un moment donné délibération à l'intérieur d'une collectivité de référence sur ce que l'on considère étant producteur ou créateur de force de vie, ce qu'on considère comme étant destructeur de force de vie. Et il y a un certain nombre de points sur lesquels on va enregistrer des consensus et d'autres points sur lesquels on va enregistrer des zones de débat ou de contradiction. L'évaluation est un acte de discernement qui mobilise à la fois la fonction éthique et l'enjeu démocratique. Il n'y a nulle part d'autorités supérieures qui sont là à notre place, à la différence des sociétés d'ordre, pour nous dire à notre place, ça c'est bien, ça c'est mal, etc. Donc la fonction démocratique de l'évaluation est absolument essentielle. Et c'est aussi un dialogue interculturel avec tous les acteurs de type organismes financiers internationaux qui, dans leur représentation à eux de la valeur, sont tellement centrés sur le value for money qu'ils ne comprennent pas quand on leur parle un autre langage. Ou à la rigueur, ils veulent bien introduire, à condition que ça ne vienne pas bouleverser le champ monétaire, un certain nombre d'autres quantifications non monétaires, mais pour reprendre une expression qu'on utilise dans le réseau FAIR, le Forum pour d'autres indicateurs de richesse, c'est des acteurs qui, quand rien n'est compté, quand ça ne compte pas, quand on ne compte pas, considèrent que ça ne compte pas. Et donc là, c'est un problème de dialogue interculturel, parce que si on s'approche de ces acteurs-là simplement avec l'approche que je défends, par ailleurs, qui est l'approche plus qualitative, l'approche non réduite à la fonction monétaire et l'approche délibérative et démocratique, eh bien, on est dans un dialogue de sourds où ils n'arrivent pas à comprendre que c'est un enjeu aussi dans leur propre champ de langage et de représentation. La transition, elle n'est pas simplement dans l'ordre énergétique ou sur quantité de plans, c'est aussi la transition dans les modes de représentation, dans les modes de comportement, dans les modes de pensée, qui font que des acteurs qui ne parlent que ce langage-là peuvent eux-mêmes être amenés à bouger. Et ce qui est intéressant, c'est comment peuvent-ils être amenés à bouger ? En général, c'est rarement dans les séances où des argumentations rationnelles sont exprimées. C'est dans les interstices. C'est dans tout ce qui fait qu'à chaque fois que vous êtes dans une rencontre internationale, eh bien, vous avez tout simplement des êtres humains. C'est-à-dire que quand vous parlez avec eux dans les couloirs à table et dans toutes les autres situations, vous pouvez les réinterroger sur la question, mais au fond, vous, et à ce moment-là, c'est vous, personne, c'est plus vous, institution de l'OCDE, du FMI, de la Banque mondiale, etc. Vous, qu'est-ce qui compte le plus dans vos vies ? Et les faire comprendre de l'intérieur, en quelque sorte,
que la différence entre ceux qui comptent et ceux que l'on compte est aussi un problème pour eux. Et à partir du moment où ils commencent à bouger de l'intérieur, qu'il commence à y avoir des éléments de langage commun, où on a fait un bout de chemin pour dire « Ok, on le prend en compte, votre langage, y compris on est capable de le maîtriser, on est capable de faire des comptabilités monétaires, on est capable de faire des évaluations quantitatives, etc. Donc on comprend votre langage, mais reconnaissez que vous avez dans votre propre expérience humaine, dans vos propres relations, l'expérience d'un autre accès au langage, un autre accès à la valeur. Et quand ça se passe bien, cerise sur le gâteau, on peut même leur rappeler que puisque valor en latin, qui est la force de vie, se dit éros en grec, parce que éros c'est la force de vie, dont l'énergie amoureuse est évidemment une composante essentielle, mais éros c'est plus large que la seule composante amoureuse, eh bien on peut les accueillir dans le grand club de la stratégie érotique mondiale. Merci.